Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce soir et bienvenue à l'édition 2021 de la soirée des mentors présentée par Accès Carrière. Je me présente, Soraya, je suis étudiante à l'école du barreau, donc probablement que comme vous aussi, je suis en pause d'études à l'heure où on se parle, mais ça va faire du bien décrocher parce qu'on va discuter avec du monde super intéressant ce soir. Je pense vraiment qu'on va passer une belle soirée. Avant de commencer, je pense que c'est important de vous parler d'Accès Carrière directement. Accès Carrière, c'est un service de mentorat qui est offert au Québec, puis qui vous accompagne de A à Z vers la carrière de vos rêves. Le parcours étudiant, on le sait, c'est quelque chose de demandant, c'est quelque chose qui n'est pas évident, mais je pense vraiment qu'avec les bons outils, avec les bonnes ressources, puis surtout le bon mindset, on va vraiment mettre toutes les chances de notre côté pour exceller. D'ailleurs, une des spécialités d'Accès Carrière, c'est la préparation des cégepiens aux fameux programmes universitaires qui demandent des tests et qui sont un peu plus contingentés. Les tests Casper, les tests MEM, les entrevues de droit à McGill, les entrevues de médecine dentaire, c'est toutes des choses qu'on va voir avec Accès Carrière et qu'on va se préparer ensemble. Par exemple, un étudiant qui souhaite rejoindre la faculté de médecine, on va lui proposer le programme Accès Médecine chez Accès Carrière. Puis ensemble, il va pouvoir bénéficier de plus de 35 heures de mentorat intensif. On va lui transmettre les bons outils pour se préparer autant sur le plan théorique que pratique. Puis, comme ça, il va réussir haut la main son test, j'en suis certaine. D'ailleurs, les résultats, ils parlent d'eux-mêmes. L'année passée, c'est 81% de nos étudiants qui ont eu recours à ces classes de mentorat-là qui ont été acceptés dans le programme premier choix que vous avez sélectionné plus contingenté. Ça, c'est 4 fois plus que la moyenne canadienne qui se situe à 20%. Les statistiques, ils sont de notre bord pas mal. Ce soir, on vous a organisé cette soirée, oui, pour vous divertir pendant la pandémie, mais surtout pour vous conseiller, pour vous écouter, puis pour vous diriger vraiment vers cette étape qui s'en vient rapidement. La soirée, elle va être séparée en 3 temps. D'abord, on a une dizaine de mentors dans différents champs d'études, dans différents domaines, la médecine dentaire, le droit, l'administration, il y en a vraiment, vraiment beaucoup, pour tous les goûts finalement. La première partie, c'est l'entrevue avec ceux-là. Fait que moi, je discute, je leur pose des questions un peu plus générales, puis vous écoutez ça, puis après ça, on se rend à la deuxième partie, qui est une partie un peu plus réseautage. Fait qu'après avoir écouté, vous faites une idée du programme qui vous intéresse, du mentor qui a le plus suscité votre curiosité. Puis on sépare la conférence en différentes salles Zoom individualisées par mentor. Donc, vous allez avoir la chance de poser des questions plus pointues, plus spécifiques, directement au mentor qui représente la faculté qui vous intéresse. La troisième partie, on va faire une simulation du test Casper et une simulation du test MEM. Tout ça accompagné d'un instructeur qui a une belle expérience puis qui va réussir à vous donner les bons outils pour réussir. Finalement, on fait tirer ce soir 4 cartes cadeaux de 25 Uber Eats et également le fameux coaching intensif des tests MEM et des tests Casper qui est présenté par Accès Carrière. Donc, restez jusque-là. Tout ce qu'il faut faire, c'est s'abonner à la page Instagram et s'abonner à la page Facebook d'Accès Carrière. On remercie notre fière commanditaire, la banque RBC, qui présente la soirée ce soir et le concours surtout. Avant de commencer la soirée, je tenais absolument à remercier l'Académie du succès, qui est la référence numéro 1 en tutorat chez Accès Carrière et de plusieurs étudiants également, puisqu'elle a augmenté la quotaire de milliers d'étudiants ont réussi à atteindre du 35, du 37,
puis même du 39. C'est assez exceptionnel. Si vous souhaitez augmenter vos notes puis atteindre ces résultats-là, on se donne rendez-vous au www.l'académiedusuccès.org ou simplement le point sonné sur Google. Je suis certaine que vous allez le trouver. Ce qui est fantastique également, c'est que la première heure d'essai chez nous en tutorat à l'Académie du succès est entièrement gratuite. Donc, essayez le tutorat, ça va vous permettre de développer des stratégies d'études plus efficaces et d'atteindre la cotère que vous souhaitez, de maximiser ça au maximum. Donc, débutons tout de suite la soirée, puis je souhaite la bienvenue à notre premier mentor. Donc, on lance le bal ce soir avec une étudiante en nutrition. Émilie, merci d'être avec nous. Merci à vous, c'est gentil. Donc, tu es une étudiante en nutrition depuis combien de temps environ? Tu es à quelle année? Oui, j'en suis à ma 3e année de mon bac. J'étudie à l'Université de Montréal. Et oui, exactement, à l'automne, je vais entamer ma 3e année. Excellent, excellent. Puis pour commencer, là, aimerais-tu nous parler de ton parcours, de ce que tu aimes dans le domaine pour en discuter avec les étudiants? Oui, c'est ça, exactement. Ben moi, en fait, dans le passé, j'ai étudié à l'école secondaire Félix-Leclerc à Repentigny. J'étais dans le programme de sport-études en gymnastique. Ensuite, j'ai été en sciences de la nature au cégep régional de Lanaudière à Terrebonne pour enfin aboutir à l'Université de Montréal en nutrition. À l'école, je suis investie dans plusieurs activités scolaires et parascolaires. Je suis entre autres membre de l'association étudiante de nutrition de l'Université de Montréal. Je suis responsable des communications. Sinon, dans le passé, moi, le sport, ça a toujours été quelque chose de super important pour moi. J'ai fait la gymnastique de haut niveau pendant plus de 15 ans. Puis récemment, depuis l'année passée, je m'ai reconvertie dans le cheerleading. Je fais maintenant partie de l'équipe des Carabins de l'Université de Montréal. Puis j'adore ça. Ça me permet de faire du sport, de bouger, mais en même temps, tu sais, de me focusser sur mes études. C'est cool, fait que t'es vraiment comme super impliquée. Puis veux pas, le sport, la nutrition, ça rejoint les valeurs de saines habitudes de vie, fait que c'est vraiment cool. Exactement. Ce soir, je sais qu'on a beaucoup d'étudiants qui ont l'intérêt pour la nutrition. Est-ce que tu veux, mettons, en 30 secondes, nous faire un pitch de vente du programme? Ben oui, absolument. Le programme de nutrition de l'Université de Montréal, en fait, c'est quoi? C'est un programme de 4 ans. Vous allez pas mal toucher à toutes les sphères de la nutrition. Souvent, quand on pense à la nutrition, on pense à diète, régime alimentaire, plan alimentaire, mais la nutrition, c'est beaucoup plus vaste que ça. Tout le monde mange chaque jour, 3 fois par jour, généralement, fait que ça atteint pas mal tout le monde. C'est ça que j'aime le plus, c'est les différentes avenues qu'on peut avoir dans le programme de nutrition de l'Université de Montréal. On peut aller, suite à ça, en agriculture, en biopharmaceutique, on peut aller en centre hospitalier ou même juste en nutrition clinique si on le désire. Fait que, ouais, c'est ça. Ah, c'est vraiment intéressant. Moi, personnellement, je m'y connais pas beaucoup en nutrition, mais ce que je sais, c'est que je pense qu'il y a quand même différentes façons de le pratiquer, différents patients. Il y a une différence aussi entre le domaine hospitalier puis la clinique privée. Est-ce que tu peux nous parler de cette nuance-là? Oui, en fait, en domaine hospitalier, on va beaucoup plus avoir des patients avec des maladies chroniques, comme, mettons, le diabète, l'hypertension. Sinon, on peut avoir des patients qui arrivent en crise aiguë, mettons, à l'urgence, ou qui sont en post-chirurgie. Dans ce cas-là, on va avoir à utiliser la nutrition entérale et parentérale, ce qui est vraiment spécifique au domaine hospitalier. En clinique, on fait pas ça. Sinon, en clinique, on va plus avoir des clients gestion de saines habitudes de vie, gestion de poids, nutrition clinique. On peut avoir des cas, sinon, de gastro, comme maladie de l'intestin irritable. Mais en gros, c'est ça, la plus grande différence, c'est au niveau de la raison de la consultation, ouais.
Crème, c'est cool ça. Puis, pour finir, de ce que tu connais de la nutrition jusqu'à maintenant, d'après toi, c'est quoi la qualité la plus importante qu'un étudiant ou que quelqu'un qui pratique le métier de la nutrition devrait avoir? Ouais, je pense que la plus grande qualité, selon moi, c'est d'avoir une bonne capacité d'adaptation. Chaque patient est différent, chaque patient vient d'un milieu différent. Donc, c'est vraiment important d'ajuster puis d'adapter nos recommandations selon la personne qui se retrouve devant nous. Ouais. Merci, Émilie, d'avoir été avec nous. Tu as l'air super passionnée. Je Oui. te souhaite le meilleur pour ton cheminement. Merci à vous. Bonjour Yasmina, merci d'être avec nous ce Merci. soir. Merci de m'avoir. Fait que toi, tu es une étudiante en médecine vétérinaire, pardon. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, de ce qui te passionne dans ce domaine-là? Oui, donc bonjour, je m'appelle Yasmina, j'ai 24 ans et je rentre en 3e année de médecine vétérinaire. Donc, si on fait le calcul, je suis pas rentrée directement. J'ai fait 1 an de sciences biomédicales et 2 ans d'ergothérapie. Et c'est un parcours qui m'a appris beaucoup de choses qui me sont encore pertinentes même dans ma nouvelle profession. Donc, en fait, je suis représentante du club d'urgentologie de ma faculté. Donc, c'est une passion pour moi. Et aussi, je suis déléguée de la vie étudiante. Et ça, c'est très important vu que notre campus est un peu éloigné. Donc, c'est important d'avoir une belle vie étudiante. Excellent. Puis, je sais que la structure en médecine vétérinaire, c'est super complexe parce que vous jouez différents rôles. Vous êtes dentiste, optométriste, vous êtes aussi chirurgien, puis pour plusieurs différentes espèces à chaque fois. Peux-tu nous parler de comment ça se déroule, la spécialité, puis c'est des espèces sur lesquelles vous vous concentrez peut-être plus dans le programme directement? Oui, donc c'est un programme de 5 ans. Les espèces qu'on pratique le plus dessus, c'est surtout les chiens-chats, bovins, équins, un peu les autres animaux de la ferme comme porcins, caprins, volailles, et un tout petit peu les exotiques. Donc c'est vraiment beaucoup d'espèces et chacune a ses particularités. Pour faciliter l'apprentissage, on essaye de faire des liens entre elles puis d'apprendre ce qui est le plus pertinent. Même chose pour les rôles, on apprend ce qui est le plus pertinent à chaque rôle. Et en fait, les premières années sont surtout axées sur les bases. Il y a des gens qui n'ont jamais vu une vache de proche de leur vie, donc c'est vraiment important qu'on commence à les mettre en face, savoir les manipuler, les précautions à prendre. Puis ensuite, on apprend plus les cours cliniques, les plus pratiques pour notre future pratique. Donc tout ce qui est médecine et nos essais chirurgicaux. Et enfin, en 5e année, c'est une année qu'on passe à faire des rotations dans notre hôpital universitaire. Donc on fait les petits vétérinaires, on est chaperonné, puis à la fin, en fait, on doit passer notre North American Veterinary Licensing Exam, le NAVLE, pour avoir le droit de pratiquer par la suite. Puis est-ce qu'il y a certaines spécialités plus spécifiques? Est-ce qu'il y en a une qui t'intéresse plus qu'une autre? Il y a plusieurs spécialités. J'en nomme quelques-unes comme cardiologie, médecine interne, ophtalmo, dermato. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la médecine interne. J'aimerais vraiment pouvoir dire que dans 10 ans, j'ai fait ma résidence et que je pratique danseur dans un hôpital universitaire. Fait que dans 10 ans, c'est là où tu te vois avoir terminé tes études puis vraiment pratiquer. C'est vraiment cool. C'est ton objectif à long terme. Oui, exactement. Numéro 1. Puis écoute, c'est super intéressant. Pour terminer, toi, la qualité que devrait posséder un vétérinaire absolument, ce serait quoi? Ça sonne un peu évident, mais une forte passion pour les animaux parce qu'il y a beaucoup de moments difficiles, que ce soit sur le physique, sur le mental, sur les émotions. Donc, c'est vraiment important de toujours avoir cette passion parce que c'est ce qui nous pousse à être motivés, à toujours donner des soins de qualité et mettre le patient en premier. Donc, voilà, c'est ce qu'il faut. C'est bien dit, c'est bien résumé. Hey, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi. Un plaisir. Voilà.
Sandrine, merci d'être avec nous ce soir. Tu es étudiante en optométrie. Oui. Veux-tu nous parler de ton parcours, de toi, de ce qui te passionne en dehors et dans le programme? Oui, très bien. D'abord, merci de me recevoir. Pour moi, c'est un honneur. J'aime vraiment ça, faire ça. Je vais commencer par moi. Dans le fond, comme tu l'as mentionné, je suis étudiante en optométrie. En dehors de l'optométrie, j'ai des passe-temps. Donc, moi, je suis une fan de jardinage. J'aime beaucoup ça. Sinon, je fais du crochet, surtout en hiver, là, quand on est plus à l'intérieur. OK. Puis, je suis une crazy cat lady et fière de l'être. Ouais. Donc, pour ce qui est de mon parcours scolaire, moi, dans le fond, je viens du cégep Édouard-Montpetit. Je fais partie des chanceuses qui sont rentrées dans leur programme dès que j'ai appliqué. Donc, je suis rentrée en optométrie tout de suite après mes sciences santé, profil nature là, du cégep. Je fais partie vraiment des chanceux et ça, je le reconnais tout à fait. Ah, c'est super cool, ça. On entend souvent parler du fameux test Casper. Oui. Comment s'est passé le tien? Est-ce que tu as eu des surprises? Veux-tu me parler de ton expérience? Oui, tout à fait. Des surprises, pas tant que ça. Je dois dire que mon Casper s'est bien passé. OK. Ça s'est bien déroulé. Des surprises, non, parce que le petit test, en fait, le petit démo qu'il donne au début, moi, je l'ai trouvé vraiment utile. J'ai trouvé que c'était vraiment ça tout au long du test. Ça va être des dilemmes éthiques qu'ils vont donner, des dilemmes moraux un peu. Je me rappelle qu'il y en avait un sur le plagiat, il y en avait un sur les différences entre certaines cultures. Donc, tu sais, il faut se préparer à ce que ça soit des dilemmes, des situations dans lesquelles on voudrait pas se retrouver, mais auxquelles on est confronté. Donc, il faut répondre à ça en 3 minutes. Le temps est compté. Il faut taper vite, vite, vite. C'est ça. Donc, niveau surprise, pas tant, mais c'est sûr que c'est quelque chose de stressant. Puis moi, si j'ai un conseil à donner aux gens pour le test Casper, c'est tout d'abord le faire le plus à l'avance possible. OK. Parce que moi, je l'avais fait en janvier. Il y a plusieurs plages horaires d'ouvertes pour le test Casper, de janvier à avril, si je dis pas n'importe quoi. Moi, je l'avais fait en janvier, quand on était tout le monde en congé du cégep, puis il y avait pas d'examen, il y avait pas rien. Et je me rends compte que quand j'avais parlé à des amis qui l'avaient fait en mars ou avril, eux, ils avaient connu des bugs parce que tout le monde était sur la plateforme en même temps, tandis que moi, en janvier, j'étais peut-être toute seule à faire le test. Donc, il n'y avait pas de problème, j'avais pas eu de bug, tout s'était bien déroulé, je pouvais chatter avec les gens après. Donc, vraiment, le faire le plus tôt possible, ça va enlever un stress, puis ça va enlever des gens sur la plateforme aussi. Ah, Ouais. ben je comprends. C'est super utile à savoir parce que des fois, OK, on s'attend à faire une telle préparation, mais d'avoir des conseils de personnes qui l'ont vécu comme ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment utile. Oui, mais je suis contente de les partager. Puis toi, là, t'as l'air super passionnée par ton domaine. Comment t'as su que c'est ce que tu voulais faire dans la vie? Contrairement à certains de mes collègues, j'ai pas eu de journée d'observation ou de stage que j'ai fait dans le passé. J'ai vraiment su que je voulais aller en optométrie lors de ma dernière année de cégep. J'ai eu la chance d'avoir un super prof de physique optique au cégep, qui m'a donné le goût de continuer là-dedans, d'explorer à la fois le domaine de la santé que j'aimais beaucoup, c'est pourquoi j'étais allée en sciences de la nature, le profil santé, et je voulais aussi combiner l'aspect de la physique optique que j'avais beaucoup aimé. Donc, l'optométrie, pour moi, c'était le meilleur des deux mondes. Cool! Puis, avant d'entrer dans le programme, est-ce que pour être aussi certaine de ton choix, t'as eu des journées de stage, des journées d'observation, ou c'était vraiment instinctif? Non, c'est ça. J'ai pas eu de journée d'observation ni de stage. Je me lançais vraiment là-dedans en me disant, bon, je sais pas vraiment si optométrie, ça va me tenter et tout, mais allons-y, comme ça, on se lance dans l'aventure. Cool! Ouais. Ben, excellent. Puis, pour finir, est-ce que tu voudrais nous parler d'une qualité qu'il faudrait avoir en tant qu'optométriste ou étudiante de ce domaine-là? Oui, une qualité, je dirais... Oh, c'est une excellente question. Je dirais qu'il faut énormément apprécier le côté humain des patients parce qu'on s'en rend pas compte quand on est l'optométriste ou l'étudiant en optométrie, on s'en rend pas compte, mais il y a plusieurs personnes qui ont peur de l'optométriste au même titre qu'ils ont peur du dentiste. Je comprends. Et parfois, plutôt que de considérer la personne comme juste une paire d'yeux, il faut plus considérer l'humain derrière. Donc, être quelqu'un qui aime l'approche humaine avec les autres, quelqu'un qui est patient et je dirais quelqu'un de passionné aussi parce que c'est 50 doctorats et il faut de la passion et de la détermination pour passer à travers. Ça, je vous le dis. Ouais. En tout cas, l'aspect humain, je suis pas inquiète pour toi. Ben, tu l'as clairement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Ça a été super intéressant. Merci beaucoup, c'est super gentil.
Bonjour Itlas, merci d'être avec nous aujourd'hui. On parle d'un nouveau programme qui est le tien, le baccalauréat en sciences biopharmaceutiques. Veux-tu nous parler de ce programme-là un peu, de ton parcours, de ce qui te passionne là-dedans? Oui, je vais commencer par parler de moi. Je suis Classe. Comme elle a dit, je suis une étudiante, enfin une finissante de ce programme. Un peu sur moi, je suis une passionnée de sport. Je fais de l'équitation, je fais beaucoup de ski, mais je suis aussi donc une passionnée de la recherche, puisque c'est ça qui m'a emmenée à ce programme. Avant ça, j'étais dans le collège de Maisonneuve, donc dans le cégep. Et pour parler un peu plus de ce programme, parce que c'est un programme qui a un peu émergé avec le COVID, où on a commencé à en apprendre un peu plus à cause du COVID, si je me trompe pas. Mais en fait, ça fait quand même 10 ans que ce Ok. programme existe, mais c'est quand même un nouveau programme, considérant que la faculté de pharmacie existe depuis 100 ans. Mais a été designé pour faire des professionnels qui savent tout à propos du développement du médicament, que ça soit au laboratoire que en clinique, donc vraiment comme de A à Z. Et c'est sûr qu'avec la COVID, on a été beaucoup sollicités, donc la compréhension de qu'est-ce qui se passe, comment on développe ce vaccin-là. Ah, ben c'est assez intéressant parce que c'est très d'actualité. Plus sur toi, quelles sont tes perspectives d'avenir par rapport à ce métier-là? Alors, il y a beaucoup de places où est-ce qu'on peut finir, mais la plupart des gens qui finissent ce baccalauréat finissent à l'industrie pharmaceutique. Donc, on parle soit de Pfizer, on pense aussi à Santé Canada, donc dans le réglementaire ou aussi en droit. Il y en a beaucoup qui finissent en droit. Sinon, que ce soit aussi de la recherche au niveau académique, donc en faisant leur doctorat. Et pour finir, il y en a des uns qui font de la recherche clinique au niveau des hôpitaux, CLSC, etc. Ben c'est très intéressant. Puis veux-tu nous parler, là tu as beaucoup parlé de pharmacie, c'est très relié à ce domaine-là naturellement, mais c'est quoi les différences entre les deux programmes puis les deux métiers aussi? Oui, en effet, il y a un peu une distinction à faire. Puis justement, quand la famille demande, OK, mais est-ce qu'il était pharmacien? Non, c'est pas exactement ça. En fait, quand tu fais le doctorat de pharmacie pour devenir pharmacien, on te forme pour être un spécialiste des médicaments. Tu es un clinicien avant tout. Tu vois tes patients, que ce soit à l'officine, que ce soit à l'hôpital. C'est vraiment concentré sur le patient. Alors que quand tu es formé au baccalauréat en sciences pharmaceutiques, alors là, tu es vraiment spécialisé dans le médicament, dans qu'est-ce qui forme, comment on le fait, comment on l'enrobe, c'est quoi la molécule derrière ça. Fait que c'est vraiment ce chemin qu'on fait au BSBP, contrairement à la pharmacie. Ben, c'est super intéressant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir accueilli. Bonjour Rémi, merci Bonjour. d'être avec nous. Ben, merci à toi. Toi, tu es un étudiant en administration des affaires, C'est ça. mais en dehors de ça, moi, je veux en connaître un peu plus sur toi, ton parcours, tes passions en dehors de ça. Ok, parfait. Ben, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Rémi. J'ai 19 ans. Je viens de France, vers Lyon. Et du coup, mon parcours, ben, c'est à l'âge de 17 ans, après la fin de mon secondaire. J'ai vu cette opportunité-là au HEC à Montréal, avec une année préparatoire, d'aller en administration des affaires. Je ne savais pas vraiment honnêtement ce que je voulais faire ou quoi. Puis comme c'est un domaine qui est très très vaste, il y a vraiment beaucoup d'options qui sont disponibles. Je me suis dit que ça pourrait éventuellement me plaire. Donc voilà, je me suis lancé et ça fait maintenant 3 ans que je vis à Montréal et ben, je regrette pas du tout. Voilà.
Ah, ben, je suis contente d'entendre ça. Tu l'as dit toi-même, le domaine des affaires, c'est très vaste. Il y a beaucoup d'options, beaucoup de métiers qui s'offrent à ce baccalauréat-là, à cette formation-là. Toi, vers où tu penses te diriger jusqu'à maintenant? Beh, ouais, c'est ça, comme tu l'as dit, c'est hyper vaste, donc ça va de domaines de la gestion des ressources humaines, au management, à la finance, à la gestion de projet. Il y a vraiment énormément de spécialisations qui sont, disponibles. Moi, je me tourne vers, une spécialisation mixte, pardon, donc en économie appliquée et gestion du développement durable. Du coup, voilà. OK, c'est intéressant. Puis si on remonte au jour 1 maintenant, avant d'entrer dans le baccalauréat, c'était quoi tes motivations? Qu'est-ce qui t'intéressait d'emblée dans ce domaine-là? Beh, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le fait qu'il y ait énormément d'options qui soient disponibles, de pas arriver directement dans le supérieur avec, un programme qui, est déjà assez fermé. Moi, je voulais vraiment quelque chose où je pouvais me découvrir, évoluer, apprendre sur moi-même, hein, finalement. Je trouve que c'est vraiment le but, des études. Du coup, voilà, c'est vraiment ça qui m'a attiré. Ce domaine-là, c'est beaucoup sur le terrain qu'on apprend également. Oui. Est-ce qu'en dehors du bac, tu as des projets qui sont connexes à ça? Oui, bah, c'est ça. Beh, je travaille en tant que représentant des ventes, donc pour l'Académie du succès et je travaille aussi pour Accès Carrière, du coup. Et aussi je suis trésorier dans un organisme à but non lucratif qui s'appelle L'Original. En fait, OK. c'est une galerie d'art collaborative. Donc on s'occupe de récupérer des vêtements, des meubles, des chaussures, des choses que les gens ne veulent pas plus forcément et on travaille avec un collectif d'artistes locaux qui s'occupe de leur donner une valeur ajoutée avec l'art, en fait. Ils font leur art dessus. Donc c'est vraiment super cool. Ça me permet un peu de mettre en pratique ce que j'apprends, directement, à l'école, quoi. Cool. Écoute, Rémi, tu as vraiment l'air de savoir aussi ce que tu t'en vas. Tu as l'air d'avoir des beaux projets. Merci. Puis ben, je te souhaite le meilleur pour la suite. Ouais, merci beaucoup. Allô, Claudia, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Fait que tu es une étudiante en baccalauréat en génie. Avant de plonger dans ce métier-là, parle-nous de toi. Qu'est-ce que tu fais la fin de semaine? Parle-nous de ton parcours. Ben dans le fond, moi, en ce moment, je suis en génie mécanique à Polytechnique Montréal. Je suis en 4e année. Avant d'aller plus loin là-dessus, sinon, ben, je joue au soccer à la fin de semaine. C'est vraiment ça. C'est bon. Mais sinon, ouais, donc à Poly, je suis aussi impliquée dans une société technique qui fait un bras automatisé pour les patients atteints de dystrophie musculaire. Donc là-dedans, j'ai 2 rôles. Je suis VP marketing, donc ça, ben, je m'occupe des événements, du site internet, des vêtements emblématiques, ces choses-là. Puis je suis aussi dans l'équipe électrique, même si je suis en mécanique, parce que justement, je voulais me sortir de ma zone de confort. Puis j'ai fait la programmation des moteurs avec quelques autres personnes à Poly. Je pense que tu l'as bien exprimé. T'es plein de projets. Puis génie, c'est ça. Je pense que c'est différents domaines. C'est très vaste. Comment as-tu su que génie mécanique, c'était pour toi? Ben, je l'ai pas su tout de suite, justement. Je suis rentrée, moi, j'ai fait 2 ans en génie biomédical en OK. partant. Puis, dans le fond, c'est que moi, je m'en allais là vraiment pour l'aspect multidisciplinaire. OK. C'est vraiment ça qui m'appelle, moi. Puis, dans le fond, c'est vraiment quand je suis arrivée proche de la période des stages que là, je me suis mis à regarder. Puis, j'ai réalisé que j'étais pas loin, j'aimais ça, mais juste un peu à côté, ça ferait
plus mon bonheur. Donc, c'est pour ça que j'ai changé pour mécanique. Je garde mon orientation en biomédical, donc je garde ma porte ouverte pour ça, mais pour ce domaine-là, mais c'est ça. Donc, mécanique, ça fitait plus mon profil finalement. Donc, pour en revenir au point où comment on fait pour choisir, on regarde le programme, les cours, mais aussi regarder les stages, les offres de stage, les offres d'emploi, puis c'est souvent indiqué là, quel génie va être comme pris souvent dans ces emplois-là. Parler à des gens en génie, dans différents génies, regarder qu'est-ce qui se fait au Québec, les entreprises aussi. Donc, voilà. OK, ben, c'est super intéressant. Moi, je me replace quand j'étais étudiante. C'est difficile, je trouve, de savoir au secondaire, disons, ou au cégep, avant de commencer un programme plus pointu, plus spécifique, de savoir, parmi les matières que moi je connais, la science, les maths, le français, quels sont ceux qui vont se retrouver dans ce dit programme vraiment en pratique, en théorie. Est-ce que en génie mécanique, on retrouve beaucoup de maths? Oui, puis non, tu sais, dans le fond, ce que je dirais aux étudiants qui sont au cégep et qui veulent se lancer, puis qui considèrent le génie, qui sont comme « Ah, mais moi, j'ai eu un cours qui a eu plus de difficultés en mathématiques. » Ben, c'est souvent ça qui revient, les maths. Exactement, mais c'est pas si important que ça. Okay. Oui, on va s'en servir, il faut avoir une certaine aisance, mais mettons, moi, dans mon cours, dans mon bac, j'ai 4 cours de maths, c'est tout. Oui, je vais m'en servir ailleurs et tout, mais c'est pas la fin du monde là, si moi, calcul au cégep, ça a moins bien été, mais c'est pas grave. C'est vraiment plus des bases, disons. Exactement, c'est des outils qu'on va avoir, okay. mais il faut pas virer fou avec les maths non plus. Okay, c'est comme, on s'en sert beaucoup, mais ayez pas peur d'oser le génie, même si les maths, c'est pas nécessairement votre matière la plus forte. Ben, c'est super encourageant, ça. Ouais. Puis, concrètement, dans le métier, bon, c'est un domaine qui est très, très, très scientifique, mais en dehors de ça, l'aspect plus humain, c'est quoi la valeur qui, selon toi, est la plus importante dans ce domaine-là? Je dirais la détermination. OK. C'est difficile, le génie, on va pas se mentir. C'est difficile dans le sens où c'est beaucoup de travail. Mais ça vaut la peine. Mais il faut être déterminé pour passer à travers 4 ans de bac, même 5 dans mon cas. Puis sinon, la curiosité aussi, ça te garde allumé à travers ces années-là. Puis ça te carbure, c'est ton carburant, ta curiosité. Donc, je dirais que c'est 2 bonnes valeurs à avoir. Ben, t'as vraiment l'air d'avoir eu la piqûre. Je te félicite pour tes études, puis bonne chance pour la suite. Ben merci, merci. Bonjour Edmond, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation ce soir. Merci à vous. Tu es un étudiant en médecine, puis avant qu'on commence à parler de ça plus concrètement, j'aimerais que tu nous parles de toi, de ton parcours, de ce que tu aimes. Donc j'ai fait mon secondaire au collège Stanislas, puis j'ai aussi fait mes 2 années équivalent cégep là-bas, puis après ça je suis rentré donc à l'UDM en médecine, puis cette rentrée ça va être ma 2e année à l'université. C'est super cool. Ça, je sais, là, je suis pas en médecine, mais j'ai entendu dire que les étudiants au cégep qui désirent entrer dans ce programme-là, ce qui les stresse, c'est le test Casper et MEMS. Est-ce que tu peux nous parler de ta préparation? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment? Oui, alors pour les MEM, je fais partie de la cohorte où ils étaient annulés à cause du COVID. OK. Pour le Casper, ça s'était bien passé. C'est sûr que ça peut faire peur à beaucoup de gens, ça peut avoir l'air stressant, mais avec de la préparation, ça va bien aller. Donc, c'est quoi les préparations que vous pouvez faire?
Alors personnellement, j'ai vu qu'il y avait plein de ressources en ligne. J'avais vu comment on peut rédiger, c'est quoi les types de scénarios, tout ça. Puis après ça, un ami et moi, on cherchait des exemples de scénarios, on les faisait, on mettait un timer aussi, comme ça c'est une belle immersion pour le test. Ben oui. Puis après ça, on en discutait, on se donnait des conseils, puis j'ai trouvé que c'était très utile. Je pense que de le faire en équipe aussi, comme tu as dit, de s'allier avec quelqu'un qu'on Oui. connaît, ça baisse le niveau de stress. Puis est-ce que tu as d'autres conseils à donner pour quelqu'un qui s'apprête à le faire? Là? Alors, en dehors de tous ces conseils classiques, je dirais tapez vite. Cherchez Ouais? la méthode pour taper. Pratiquez-vous parce que tu peux avoir toutes les bonnes idées, OK. mais si tu tapes lentement, soit tu n'auras pas le temps de dire tout ce que tu veux dire, ou bien pas le temps de bien expliquer tes arguments. Puis ça peut te donner un bel avantage de taper vite. Tu commences ta 2e année en médecine, Mhm. c'est ça? Est-ce que déjà tu as une idée du domaine dans lequel tu pourrais éventuellement te spécialiser, de ce qui t'intéresse plus, parce qu'il y a plusieurs branches? Oui, alors c'est sûr que j'ai déjà ma petite idée en tête, ce qui m'intéresse pas. Après, on reste ouvert pendant les stages. On garde la mentalité, on va se laisser séduire par la spécialité. Par exemple, les 2 dernières années du doctorat, c'est que des stages, puis il y en a plein qui ont un coup de cœur dans une certaine spécialité, puis ils se disent, OK, c'est ça que je veux faire toute ma vie. Donc, on attend les stages, puis On voit après c'est ça. pour le coup de cœur. On va voir Super. On le sait, la médecine, c'est super demandant. C'est pas n'importe quel programme, c'est réputé pour ça. Comment est-ce que tu as réussi dans la Mhm. dernière année à conserver un équilibre entre ta vie personnelle puis les études? Oui, alors ça peut être dur, surtout au début, le temps de s'adapter. Mais vous savez, vous êtes rentré en médecine, vous êtes capable, vous êtes fort. Faut travailler un peu le time management, puis ça va bien aller. Après, dans ma cohorte, il y a des athlètes. J'ai un ami proche à moi qui a travaillé toute l'année, le week-end. Alors c'est très faisable. Et c'est sûr que d'année en année, il y aura plus de défis, mais vous allez être capable de surmonter tout ça. Hey, merci pour tes conseils. Je pense qu'ils ont été vraiment utiles puis c'est encourageant pour les étudiants qui nous écoutent, qui s'apprêtent à passer le test. Merci à vous. Allô Florence, merci Allô. d'être avec nous. Merci à toi. J'ai étudié dans le même domaine que toi, fait que je suis super contente d'avoir quelqu'un comme toi pour représenter le domaine juridique. Donc, tu es une étudiante en droit à U2M. Est-ce que, avant toute chose, tu peux me parler de toi, parle-moi de ce que tu fais à la fin de semaine, de tes loisirs? Parfait. Donc, je m'appelle Florence, j'ai 20 ans, donc je suis étudiante en 3e année à l'UDM, comme tu l'as dit, en droit. Puis moi, je viens directement du cégep. Donc, même quand j'allais au cégep, je savais déjà que je voulais aller étudier en droit, mais j'aimais aussi tout le monde des affaires. Donc, je suis allée en sciences humaines, profil administration, au cégep Champlain, sur la Rive-Sud. Puis, j'ai vraiment aimé mon programme, mais particulièrement, il y avait un cours de droit commercial. J'ai adoré, donc ça m'a comme confirmé que je voulais faire du droit des affaires. Donc, c'est ça, aujourd'hui, je suis en droit. Puis, sinon, la fin de semaine, mes loisirs, je suis quelqu'un qui adore m'impliquer dans la vie étudiante. Donc, quand j'étais au cégep, je faisais partie de l'association étudiante. Quand je suis arrivée à la faculté, j'ai continué à m'impliquer. Puis, aujourd'hui, je fais partie là, de l'association étudiante de la faculté. Puis, sinon, j'adore courir, faire du yoga, j'aime cuisiner, lire, donc plein de petites choses comme ça. Fait que tu t'impliques beaucoup, puis ça fait déjà un moment que tu baignes dans le domaine du droit. Est-ce que jusqu'à maintenant, tu as rencontré un défi ou un obstacle que tu t'es dit « Oups, OK ». Oui, mais je pense comme tout le monde, mais justement, je pense que le plus gros défi que j'ai eu dans mon parcours scolaire, c'était pas académiquement, mais c'était plutôt socialement. Donc, quand je suis rentrée au cégep, j'allais au cégep Champlain, qui est un cégep anglophone, puis j'étais quelqu'un de vraiment gêné quand je suis arrivée au cégep, puis en sciences humaines, je connaissais personne, mes amis étaient allés plutôt en sciences santé, donc j'étais super intimidée quand je suis arrivée.
Puis, étant gênée et tout, j'ai pas parlé à beaucoup de gens. Donc, ma première année, je suis plutôt juste allée à mes cours et partie chez moi. Donc, je me sentais vraiment tout seule. Puis, j'étais malheureuse après ma première année. Donc, ça, pour moi, ça a été difficile. Mais je me suis dit, OK, Florence, il faut que tu trouves une façon justement pour régler ça. Donc, c'est pour ça que quand je suis entrée en deuxième année, je me suis présentée à l'association étudiante. Puis, pour être honnête, ça m'a vraiment tout pris. Là. Je me rappelle quand j'ai signé, j'avais plus le choix, mais ça a été difficile. Puis, au final, c'était une des meilleures décisions que j'ai prises. C'est vraiment là que, justement, j'ai eu la piqûre pour toute la vie étudiante, l'implication et tout. Puis, ça a juste continué. Là. Maintenant, à l'université, j'adore ça. Donc, si j'avais un conseil pour les jeunes étudiants, c'est justement de ne pas passer à côté de la vie étudiante parce que c'est vraiment ça qui fait toute la différence là, dans votre parcours. Mais félicitations pour ton implication. Je te lève mon Merci. chapeau, certain. Le domaine du droit, on le sait, puis je pense que c'est le cas également, c'est beaucoup axé sur le réseautage. Puis toi, tu es une étudiante pandémie un peu, tu as vécu l'école à distance et tout. Est-ce que tu peux nous parler de tes stratégies pour développer des contacts? Comment ça se passe dans le droit? Est-ce qu'il y a des choses qui sont organisées pour ça? Oui, ben c'est vrai quand même, le milieu du droit, il y a un certain réseautage qui vient avec ça. Puis moi, en plus, je suis la seule étudiante en droit ou avocate de ma famille. Là, j'avais aucun contact quand je suis entrée à la faculté. Mais par contre, on a la chance d'avoir plusieurs événements qui sont organisés. Donc, autant des 4 à 7, il y a des concours, des compétitions. Il y a plein d'opportunités là où on peut rencontrer des professionnels du droit. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. En première année, j'allais plutôt faire un tour. Puis, en deuxième année, j'ai commencé à aller parler et tout. Puis, le truc que j'aurais, c'est quand, dans un 4 à 7, par exemple, je connectais beaucoup avec une avocate, disons, ben je prenais la peine de lui écrire le lendemain. Je la trouvais sur le site du cabinet là, avec son prénom. Puis, je lui envoyais un petit courriel pour lui dire que j'avais apprécié notre discussion et tout. Puis, je l'invitais à prendre un café virtuel dans le temps de COVID. Puis, justement, je pense qu'on a pu bénéficier grâce à la COVID parce que là, on avait l'opportunité de faire des Zooms. Donc, pour eux, c'est pas si difficile de prendre 15 minutes pour faire un petit Zoom. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait beaucoup cette année. Là, j'ai fait beaucoup de réseautage sur Zoom avec les avocats. Puis, c'est ce que je conseillerais aux gens. Là, ça se fait super bien. Ben oui, c'est des bons trucs, absolument. Moi, en tout cas, je parle par expérience. Ce qui me stressait beaucoup avant même de commencer mes études, c'était la fameuse course au stage. Puis je pense que c'est un stress qui est quand même généralisé là, dans le domaine. Veux-tu nous en parler? Nous parler de ton expérience aussi à toi puis du processus en tant que tel? Oui, ben oui. Ouais, la course au stage, on en entend parler avant même de commencer. Moi, j'ai lu Royal, je sais pas si vous l'avez lu, juste avant d'entrer à la faculté, qui est comme un roman qui, justement, parle de la course au stage à l'UDM. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment omniprésent dès qu'on arrive. Puis, dans le fond, par définition, là, c'est un processus par lequel environ 500 à 600 étudiants là, de deuxième et troisième année participent chaque année dans le but d'obtenir un stage pour le stage du barreau dans un des grands cabinets de Montréal. Puis, c'est assez rigoureux et compétitif comme processus parce qu'il y a seulement, au final, 10 à 15% des étudiants qui réussissent à obtenir un stage. Donc, moi, j'y ai pris part cette année. Puis, ce que je pense qui m'a aidée puis que je conseillerais aux gens, c'est dans l'attitude. Moi, j'ai vu ça comme une opportunité, justement, de rencontrer des avocats, de faire une introspection sur moi, c'est quel genre de pratique qui m'intéressait, de pouvoir discuter, justement, quel domaine de droit, quel genre d'avocate je voulais être, c'était quoi les valeurs dans un cabinet que je recherchais et tout. Comme ça, je me suis dit qu'au final, peu importe les résultats, j'allais quand même avoir fait ce chemin-là. Puis moi, à la fin, ça m'a vraiment confirmé, justement, que la pratique en droit m'intéressait. Donc, si on a cette vision-là, je pense que peu importe à la fin, on peut pas être déçu. Puis moi, au final, ça a été bénéfique. Là. J'ai réussi à obtenir un stage dans le cabinet qui m'intéressait vraiment. Donc, j'étais super contente. Mais je suis vraiment consciente que c'est pas tout le monde qui va réussir la course au stage. Puis je pense que c'est important, c'est ça, de garder en tête qu'il y a tellement d'autres options de stage que celui de faire un stage dans un grand bureau. Donc, non seulement, il faut pas la faire juste parce que tout le monde l'a fait, puis il faut se rappeler que notre valeur est pas déterminée par la course au stage, que si on n'a pas de stage, je pense qu'au contraire, c'est juste parce que c'était pas dû puis qu'il y aura tellement d'autres belles opportunités. Donc, je pense que c'est ça l'attitude qu'il faut avoir puis ça va juste bien aller. Je pense que tu l'as très bien résumé. Félicitations pour ton stage. Merci. Encore. Puis je te souhaite la meilleure des chances pour le barreau, Florence. Merci beaucoup.
Allô Delphine, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir. Moi, je suis super contente parce qu'on parle d'un domaine qu'on a parlé tout à l'heure, mais que je connaissais pas beaucoup avant. Tu es étudiante au bac maîtrise en ergothérapie. Exactement. Je suis super contente, j'en apprendre davantage là-dessus. Mais avant ça, je veux en apprendre sur toi. Qu'est-ce qui te passionne? Parle-moi de ton parcours. Pourquoi tu as choisi l'ergothérapie? Oui. Ben, dans le fond, tout a commencé quand j'étais au cégep à Édouard-Montpetit sur la Rive-Sud. Et puis, moi, j'ai commencé, je trouvais ça un petit peu difficile là, avec la transition de secondaire. Et j'ai décidé de me prendre une session de plus, ce qui m'a fait 5 sessions. Et donc, j'avais une vie un petit peu plus équilibrée, ce qui m'a fait vraiment du bien, de le temps de penser puis de faire ce que j'avais vraiment le goût. Et puis, j'ai pris aussi le 6 mois de congé là, avant l'université pour... en fait, ça m'a comme donné vraiment le goût de retourner à l'école. Ça m'a donné plus de motivation. Puis, j'ai eu le temps aussi de penser parce que je voulais être une professionnelle de la santé, mais je savais pas trop quelle branche. Puis finalement, là, c'est par l'entremise d'une amie de famille qui m'a comme vendu un petit peu l'idée de l'ergothérapie. Fait que je me suis ramassée là un peu par chance. Puis finalement, après 2 ans, là, j'étais comme « Ah, c'est bon, là, j'étais à la bonne place. » Fait que ça m'a pris un petit peu ce temps-là, mais finalement, c'était vraiment une belle décision. Puis c'est plein de potentiel, l'ergo. Ah, mais c'est super, ça. Est-ce qu'il y a quelque chose jusqu'à maintenant que vraiment, là, tu as un coup de cœur pour l'ergothérapie? Est-ce qu'il y a un aspect de ce métier-là qui t'a vraiment piqué? Oui, ben en fait, c'est la réadaptation générale, pardon. Ah, OK. C'est vraiment le fait d'avoir un lien privilégié avec nos patients. On les voit souvent, on les voit longtemps, puis on les voit aussi à une période de leur vie qui est fragile, où ils sont... justement, c'est un événement majeur qui est arrivé dans leur vie. Souvent, c'est très marquant. Puis, on arrive, après un travail de longue haleine, à un résultat qui est hyper satisfaisant pour nous. Puis, c'est un peu ça aussi, finalement, le salaire. Tu sais, c'est de voir à quel point on est capable de faire une différence significative puis à long terme dans la vie de ces gens-là. Tu l'as bien expliqué, je pense que vous êtes capable d'établir vraiment une belle proximité avec les patients. Ce que je trouve intéressant également, c'est que c'est un domaine qui intervient autant en santé sur le plan physique, mais également en santé mentale. Est-ce que tu peux nous parler de ces 2 aspects-là, de la manière que tu interviens avec eux pour leur rétablissement? Oui. Ben, en fait, l'ergothérapie, à la base, c'est vraiment une profession où on essaie de redonner de l'autonomie aux gens dans leur activité de la vie de tous les jours. Okay. Fait que ça peut être travailler, ça peut être manger, ça peut être faire l'épicerie, se laver, peu importe. Puis, peu importe quelle activité, ça découle de quel problème, de quelle source de problème, ben, en fait, nous, on vient intervenir. Donc, autant santé physique que santé mentale. Pour vous donner un exemple plus concret, en santé physique, si je prends par exemple un jeune adulte, a eu un accident, devenu paraplégique des jambes, donc n'a plus de sensation au niveau des jambes, mais a le désir de faire comme les autres, se déplacer en auto de façon autonome, ben nous, on peut venir regarder c'est quoi les capacités du jeune, puis voir aussi c'est quoi que l'activité de conduire nécessite, puis on vient trouver comme un juste milieu entre les deux en adaptant l'activité. Par exemple, le jeune ne peut pas utiliser ses jambes pour aller sur le gaz ou le frein, mais là, on va mettre des commandes manuelles avec les mains, on peut contrôler. Ou si c'est difficile de faire l'angle mort, de regarder derrière, ben là, peut mettre un miroir qui va venir justement faire ce travail-là à la place. Donc, on essaie de vraiment valoriser l'autonomie, de le faire seul en adaptant l'activité. Puis, si je prends l'exemple de santé mentale, par exemple, on a quelqu'un qui a une dépression, c'est difficile d'aller travailler, c'est difficile de prendre soin de soi, de répondre à son rôle de parent, par exemple. Ben, en fait, nous, on vient intervenir en essayant de structurer son quotidien. On veut qu'il retrouve ce qu'il faisait avant. Donc, on va essayer de trouver des activités qui venaient chercher vraiment du plaisir, qui faisaient du sens pour la personne, de structurer, de mettre une routine pour essayer d'avoir un semblant de ce qu'il y avait avant, puis de ressortir un petit peu de cette dépression-là pour garder un fonctionnement qui est satisfaisant pour la personne. C'est vraiment axé, dans le fond, sur le bien-être du patient. Exact. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis là, moi, je me questionne, une journée, un 8 à 5, un 8 à 6, mettons. Oui.
Une journée complète dans les souliers Ouais. d'un ergothérapeute, là, ça ressemble à quoi? Oui, ben en fait, c'est un peu, ça dépend de où est-ce qu'on applique. Si on est au public, ben souvent ça va être du lundi, vendredi, on va avoir du 8 à 4 par exemple. Mais si on décide d'aller au privé, ben là on va faire peut-être plus des soirs de semaine, on va faire des petites fins de semaine ici et là. Mais il manque d'ergothérapeutes dans notre monde, donc il y a toujours moyen de trouver l'horaire qu'on veut. Puis il n'y a jamais d'urgence en réadaptation parce que c'est un travail qui se fait sur un long moment. Donc, il y a moyen d'avoir quand même aussi des belles conditions de travail là, comme ergo, vu que justement, ça se fait petit à petit. Mm-hmm. On peut diviser notre horaire en fonction du Exact. nôtre et de celui... Exact. On a une belle latitude aussi là-dessus. Ah, ben c'est super intéressant. Puis moi, quand j'ai entendu parler du métier d'ergothérapeute, on dirait qu'instinctivement, j'ai fait l'association avec le physiothérapeute. Mm-hmm. Est-ce que tu peux établir est où la Oui, différence, la nuance entre les deux? Oui, ben en fait, on se fait souvent mettre dans le même panier avec physio, ce qui est bien correct. En fait, on a plein de cours en commun au début. Mais dans le fond, c'est qu'on vient essayer, on a le même but commun, ce qui veut dire essayer de diminuer la blessure de la personne. Mais, sauf qu'on n'a pas la même approche. Fait que si je vous donne, c'est un peu abstrait, là, mais si je vous donne un exemple concret, quelqu'un qui joue au tennis, puis là, ça commence à lui faire mal au coude, mais là, ça va venir impacter d'autres occupations. Par exemple, de la difficulté à mettre son chandail, si professeur, juste écrire au tableau, ça peut être difficile. Ben, instinctivement, on va aller plus vers un physiothérapeute, puis il va nous donner des exercices parce que tel mouvement est douloureux, ainsi de suite. Donc, le physio a vraiment une approche qui est axée sur la personne, sa structure, ses muscles, c'est quoi le problème physiquement. Et puis, l'ergo va aussi avoir le but de diminuer cette blessure-là, mais on va passer par l'activité. Donc, on va regarder comment la personne joue au tennis. Est-ce que c'est comment elle prend sa raquette? Est-ce que c'est la manière qu'elle fait les mouvements? Est-ce que c'est la force qu'elle y met? Donc, on vient comme décortiquer l'activité pour voir concrètement, c'est plus complexe, là, tu sais, on vient avoir une approche plus globale. On vient regarder aussi la personne, ce qu'elle fait, mais aussi dans quel environnement. Est-ce que ça a des influences sur sa blessure? Donc, on a vraiment une approche qui est très humaine, qui est très holistique, dans le fond, là, qui est très complète de la personne. Puis ça, c'est ce que j'aime beaucoup aussi de l'ergo, parce qu'on est moins dans le médical, mais on est plus dans la complexité, tu sais, de la personne. En tout cas, t'as vraiment l'air passionné par ton domaine. Je pense vraiment que t'as trouvé... Merci d'avoir été des nôtres. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment éclairé là-dessus, puis ça donne quasiment le goût. Ah ben, tant mieux, c'était le but. Ben, merci à toi. Ça fait plaisir. Bonjour James, merci d'être avec nous ce soir. Ça fait plaisir. Donc, tu es un étudiant en médecine dentaire à l'Université de Montréal. C'est un domaine qui intéresse beaucoup de nos étudiants ce soir. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours pour te rendre là où tu es présentement? Ouais, donc c'est ça, dans le fond, j'ai 23 ans. Je commence ma 4e année lundi. Dans le fond, quand j'étais au cégep, durant mon parcours au cégep, je savais pas trop où m'enligner. Il y avait le domaine de l'administration qui m'intéressait beaucoup. Okay. J'ai fait un stage, en fait, j'ai travaillé dans un bureau durant un été. J'ai plus ou moins aimé ça, donc j'ai décidé de me tourner un peu plus vers le côté de la santé. J'étais déjà en sciences nat, fait que j'avais déjà mes cours. Fait que j'ai commencé à étudier un peu plus fort, augmenter mes notes.
Puis dans le fond, c'est sûr que le côté un peu finance, le pouvoir un peu comme gérer un peu sa clinique, c'était intéressant pour moi. Le côté santé aussi. Fait que je trouvais que justement le mix de la médecine dentaire, c'était un bon choix pour moi. C'est le meilleur cocktail. Exact. Un stress qui est vraiment généralisé chez les jeunes cégepiens qui souhaitent faire leur entrée en médecine dentaire, c'est le fameux test d'aptitude qui est prévu dans votre programme. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience puis peut-être donner des conseils aussi? Ouais, fait que dans le fond, moi, j'ai fait le test TAED en février. Okay. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 dates pour faire le test. C'est intéressant de le faire à l'automne au lieu de l'hiver parce que si justement on est stressé puis on échoue, le test, on peut toujours le reprendre par la suite en hiver. Donc, c'est intéressant de pouvoir le faire là. En fait, le test est divisé en 2. On a un aspect plus pratique et un aspect plus théorique. Fait que dans le fond, lorsqu'on s'inscrit au test TAED, l'organisation canadienne du TAED va envoyer tous les documents, tous les manuels. Ensuite, ils vont aussi envoyer comme tous les instruments pratiques pour justement se pratiquer pour le test. Fait que dans le fond, le test pratique, ça consiste à reproduire une structure qui vont être données à l'examen. Puis il y a plein d'échantillons qui fait, je pense qu'il y a plusieurs, en fait, je pense qu'il y a 12 savons au total qu'on peut se pratiquer. Fait qu'il y en a en masse. Puis eux, ils vont reprendre parmi ceux-là. En fait, un schéma, puis on va juste devoir le reproduire. Okay. Fait qu'il faut juste se pratiquer à sculpter. Puis l'autre partie, c'est un peu plus théorique, c'est perception visuelle, c'est connaissance générale. Par contre, lorsqu'on vient du cégep, les connaissances générales sont pas évaluées. Fait que ça, c'est pas grave. OK, c'est pas super. Mais la perception visuelle, c'est quand même challengeant parce que on a 90 questions à faire en 60 minutes. Oh. Fait qu'il faut vraiment beaucoup se pratiquer. Je te dirais que c'est... C'est à peu près ça. Fait que c'est un test qui est très complet, qui évalue vraiment plusieurs angles d'aptitude, si on veut. Est-ce que celui de la perception visuelle que tu as parlé, ça a été comme ton plus gros défi? Est-ce que c'est celui qui est le plus épeurant? Ouais, c'est celui-là le plus challengeant parce qu'il faut apprendre à gérer notre temps aussi puis accepter le fait qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. Fait qu'il faut maximiser notre énergie sur les sections qu'on est le plus sûr dans l'examen. Mais oui, c'est sûr que il faut être capable de reproduire. En fait, on voit un objet en 2D, en fait en 3D, il faut savoir ça ressemblerait quoi en 2D un plan. Fait que ça peut être stressant, mais il faut se pratiquer puis ça va bien aller. J'en suis certaine. Ouais. Il y a plusieurs manières de pratiquer le métier de dentiste. Toi, avec ta formation un peu en affaires, est-ce que c'est davantage l'aspect business de posséder ta clinique qui t'intéresse ou encore c'est d'autres aspects? Comment vois-tu ta carrière? C'est une bonne question. Écoute, j'y pense en ce moment justement au stade où je suis rendu. C'est sûr que l'aspect de pouvoir gérer ma propre clinique, d'avoir dans le fond de construire quelque chose, ça m'a toujours interpellé. Donc c'est sûr que oui, ça m'intéresse. En ce moment, j'essaie de voir est-ce que j'aimerais ça peut-être faire une spécialité? Est-ce que je voudrais peut-être aller travailler dans le Grand Nord pour aller comme aider là-bas, il manque de staff. Où est-ce que j'aimerais situer ma clinique? Où est-ce que je voudrais faire? Fait qu'il y a toutes des questions comme ça, mais oui, c'est définitivement un de mes plans de pouvoir justement comme mixer l'aspect administration, business, puis l'aspect un peu plus scientifique avec les clients. Ah, ben c'est super intéressant. Puis petit mot de la fin sur, disons, un conseil, une astuce plus pratique que tu aimerais donner à ces étudiants-là lorsqu'ils vont être au sein du baccalauréat? C'est toujours la médecine dentaire, c'est quelque chose qui est très artistique. Donc se questionner un peu sur notre intérêt à être attentionné aux détails. Est-ce qu'on est une personne qui aime se dessiner? Est-ce que j'ai un côté un peu plus artistique? Parce que c'est vraiment quelque chose qui va être challengé durant le parcours. Fait que ça, c'est important. Puis aussi pour le TAED, écoute, faut juste pratiquer. Le CASPER aussi, on peut se pratiquer d'avance. Fait qu'il faut pas stresser avec ça. Puis ça serait mon plus grand conseil, honnêtement, c'est juste se préparer d'avance pour les tests, bien réussir. Puis vraiment, genre, se questionner sur parce que, mais je pense que c'est un très bon conseil parce que moi, personnellement, mon idée préconçue de la médecine dentaire, c'était quelque chose de scientifique, etc. Non. Mais non, tu me parles de domaine artistique, donc c'est intéressant Ce qui est intéressant avec la médecine dentaire, c'est que il y a pas seulement une bonne réponse. Il y a plusieurs traitements disponibles offerts aux patients. Puis c'est vraiment le patient qui va décider ce que lui est prêt à
il est plus à l'aise avec quel genre de traitement. Fait que c'est à nous, en tant que dentiste, de pouvoir s'adapter à ce que notre patient veut. Fait que c'est très, ouais. Ben, Crème, merci beaucoup. Je pense que ça a offert un bel angle général là, sur la pratique aux étudiants qui nous écoutent. Ça fait plaisir. Bonjour Jérémy, ça va bien? Oui, merci toi. Oui, merci d'être avec nous ce soir à la soirée Accès Carrière. Donc, toi, tu as été un étudiant en pharmacie, tu viens de graduer, ça fait à peu près 2 mois. Tu as passé à travers ces 4 années-là. Peux-tu nous parler de ton parcours? Ben oui, avec plaisir. Fait que oui, c'est ça, nouvellement pharmacien maintenant, là, ça fait 2 mois que j'ai gradué. Donc, j'ai passé au travers des 4 années. On s'en sort. Qui sont des années là, sur lesquelles j'ai probablement gravé dans ma mémoire à tout jamais là, les 4 plus belles années de ma vie. L'université, c'est une grosse montagne au début. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais une fois qu'on met les pieds dedans, là, on se rend compte que c'est vraiment une belle dynamique. J'en ai des souvenirs indélébiles là, pour ça. Pharmacie, c'est un programme assez chargé, un programme qui demande beaucoup d'intérêt, beaucoup de... Il faut être vraiment à son affaire, mais c'est vraiment intéressant. Puis c'est un domaine là, que je ne regrette pas du tout. Depuis 2 mois maintenant, je me rends compte que je suis vraiment à la bonne place là, pour ça. Là. Ouais. Puis peux-tu nous parler des tâches, tu sais, là, c'est sûr qu'on imagine tout le temps le pharmacien qui vérifie les médicaments et tout ça, parce qu'elle ne veut pas le pharmacien, on le voit quasiment à chaque mois, là. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler des tâches comme vraiment derrière, qu'on ne connaît pas nécessairement du métier, le day-to-day, là, Oui, exact. Puis c'est vrai que le pharmacien, on le voit souvent, mais on n'a pas vraiment l'impression de savoir qu'est-ce qu'il fait. On va chercher nos médicaments, mais le pharmacien est vraiment là pour surveiller l'ensemble des médicaments de tous nos patients. C'est sûr, quand on est plus jeune, on n'en prend pas tant que ça, mais plus on augmente en âge, là, plus on a des médicaments, plus c'est important de bien s'assurer là, qu'il n'y ait pas d'interaction, qu'il n'y ait pas de problème. On communique aussi souvent avec les médecins, on s'assure que tout est beau. On est une équipe interdisciplinaire. Fait que, je fais affaire souvent là, avec infirmières, médecins, physiothérapeutes, nutritionnistes, là, presque à chaque semaine. Je m'assure là, que tout est beau pour le patient, puis on est vraiment les derniers, là. On est comme les gardiens là, de tout ça, parce qu'après, le patient, il l'a dans les mains, le médicament. T'sais. Fait que c'est vraiment la dernière ligne. On peut voir ça comme étant un goaler là, au hockey, là, pour être sûr qu'il n'y a rien qui passe là, pour que tout soit beau. Fait que c'est sûr qu'on ne s'en rend pas tout le temps compte, mais le pharmacien aussi, c'est un des professionnels les plus accessibles. Comme tu as dit si bien, on le voit à chaque mois, on va chercher nos médicaments. Tu sais, notre médecin, on peut le voir 1 fois ou 2 ans. C'est ça. Le pharmacien, on le voit vraiment souvent. Puis, c'est un lien intéressant qu'on peut aller tisser avec nos patients là, à ce moment-là. Puis contrairement à ce qu'on pense, il y a pas mal plus de variétés, de chemins possibles de pratique pour un pharmacien. Est-ce que tu peux nous parler de ces différents angles de pratique-là? Oui, exact. On connaît bien le pharmacien qui travaille dans un famille prix, un Jean Coutu, pour ne pas les nommer. Mais je ne sais pas si vous saviez, il y a aussi des pharmaciens à l'hôpital, il y a des pharmaciens dans l'industrie pharmaceutique. Il faut bien que les médicaments arrivent de quelque part, il faut que quelqu'un les ait développés. Fait qu'il y a des pharmaciens là. Il y a des pharmaciens dans des groupes de médecine familiale pour aller vraiment accompagner les médecins. Puis là, en plus, au Québec, il y a de plus en plus là, d'industries pharmaceutiques qui s'y installent. Fait que de plus en plus de postes là, pour ça. Fait que c'est sûr qu'en pharmacie, il y a moyen de trouver sa branche. Si jamais c'est pas la pharmacie d'officine, là, donc le pharmacien typique qu'on connaît, il y a d'autres options là, qui sont super intéressantes là, pour la pratique de la pharmacie. Toi, c'est vraiment cool. Tu as vraiment vu l'aspect théorique pendant ton bac, puis là, tu baignes dans l'aspect pratique. Ouais. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu préfères de ton domaine? Bien, c'est super intéressant. J'ai été étudiant, puis là, maintenant, je suis rendu pharmacien. Fait que c'est moi la référence. Avant, j'avais toujours quelqu'un là, derrière moi.
Ce que j'aime le plus, c'est vraiment la relation avec laquelle je peux faire avec mes patients. Et, tu sais, souvent, ils viennent me voir, sont comme... Puis ça fait juste 2 mois que je suis pharmacien, mais déjà, j'ai des gens qui sont venus me dire tu sais, merci d'être là pour nous. On est super accessible, fait que, tu sais, ça nous fait plaisir de les accompagner. Puis c'est vraiment ma paye là, de faire ça pour mes patients, là, pour que, tu sais, quand ils arrivent à la maison, ben tout aille bien. Si on se remet au jour 1 de ton premier jour de bac là, au sein de la pharmacie, quel conseil tu te donnerais? Est-ce que tu dirais, là, stresse pas trop, ça va bien se passer? Ouais. Ben, c'est sûr que, tu sais, en plus, quand on commence à l'université en pharmacie, là, c'est pas pour te prendre, c'est un doctorat de premier cycle Oui, aussi. Fait qu'il c'est y a vrai, encore c'est un vrai. stress supplémentaire, là, parce que c'est une année de plus et tout. Je suis arrivé là, dans une cohorte de 200 personnes. Je connaissais personne, là. Moi, je viens de Rimouski, en plus, là. Fait que, tu sais, non seulement l'adaptation à l'université, mais à la ville. Je t'avouerais que j'étais quand même stressé. Je voyais la montagne devant moi. Je dis, je serais jamais capable d'y traverser. Puis là, ben, aujourd'hui, je suis pharmacien, preuve comme quoi on peut passer au travers. Puis ça a été 4 années exceptionnelles, des souvenirs que je vais me souvenir tout le temps. Fait qu'honnêtement, même si au début, là, on est un peu anxieux, on ne sait pas trop dans quoi on s'embarque, ils nous parlent de nos examens. Dès la première journée, ils me parlaient des examens dans 3 ans. Je dis, voyons donc. Mais c'est vraiment pas si pire que ça une fois que tu es dedans. Puis c'est le premier coup qui est le plus difficile à donner, mais après ça, c'est parti. Bonjour, j'espère que ce n'était pas trop choquant. C'est sûr que le Casper, tu sais, c'est rapide, il faut vraiment juste lire les questions et répondre quelque chose qui, est un peu, qui a de l'allure finalement. Je vous invite à donner vos réponses dans le clavardage. Comme vous pouvez voir, je vais en lire quelques-uns. Alors, ce serait vraiment le fun que vous puissiez être le plus interactif possible. Comme ça, toute l'expérience va être d'autant plus enrichissante. Donc, je vous invite à répondre ce que vous aurez fait dans cette situation-là et qu'est-ce que vous aurez fait à la place de cette personne-là. Est-ce que je vais vous donner peut-être quelques secondes pour répondre et puis ensuite, Marie-Pierre va donner en fait une rétroaction sur ces commentaires-là. Donc, si vous donnez des belles réponses ou bien une réponse que vous avez donnée dans le quiz, elle va pouvoir vous dire qu'est-ce qu'elle aurait changé, qu'est-ce qu'elle aurait pu ajouter ou donner une certaine nuance. Donc, c'est tout à fait à votre avantage de partager. Soyez pas gênés, s'il vous plaît. Bon. OK. Donc, il y a Nars The Real qui dit « Je comprends ce qu'elle ressent, mais avant d'avoir des doutes sur son copain et sa fidélité, une discussion sérieuse devrait avoir lieu. » Ouais, OK. Ben, premièrement, je veux juste mentionner que si tu réponds une réponse Casper courte comme ça, c'est sûr qu'il manque quelque chose. Mais c'est un bon début. Fait que si on part de là, le point important là-dedans, on retient que c'est qu'il faut pas assumer des choses avant d'avoir les vraies informations. Fait que c'est super important, puis c'est super bon. Comme c'est un élément clé à jamais oublier dans toutes les questions Casper, où est-ce qu'il demande « Que penses-tu de X situation ou X personne ou qu'est-ce qu'elle a fait dans une situation? » Peu importe, à chaque fois qu'il te demande ton opinion, c'est important que tu portes un jugement sur ce que tu connais. Puis si tu n'as pas toutes les informations, faut pas que tu portes de jugement. Fait que là, ici, ben clairement, on n'avait pas le point de vue de son partenaire. Fait que en demandant « Que penses-tu? » c'est super important de prendre en compte qu'on n'a pas l'information de l'autre côté. Fait que premier point, c'est sûr qu'il fallait dire qu'on peut pas porter un jugement sur le partenaire puis on peut pas assumer qu'il est infidèle. Pour un peu continuer sur la même longueur d'onde, il y a quelqu'un que je trouve ça intéressant comme question parce que moi-même l'avoir fait il y a quelques instants. On doit viser combien de mots ou bien par question. Puis,
est-ce que c'est d'être concis puis très précis ou qu'est-ce que tu recommandes? Dans le fond, ça dépend vraiment. De un, ça dépend des questions. Puis de deux, ça dépend des gens. Il y a des personnes qui tapent vraiment rapidement à l'ordinateur. C'est à leur avantage, mais c'est pas la seule clé de la réussite à un test Casper. Donc, je vous dirais, une réponse complète, c'est des arguments qui sont bien expliqués. Si tu as un argument puis qu'il est détaillé, expliqué et clair, c'est parfait. Si tu en as 2 qui sont super bien détaillés et clairs, c'est parfait. Puis si tu en as 4 qui sont juste... Tu as juste nommé tes arguments, mais tu les as pas justifiés, c'est moins bon que si tu avais juste un argument bien détaillé. Fait que ça dépend vraiment. Je pourrais pas vous dire là, en longueur de mots ou de phrases. Ouais. Si vous avez une réponse qui, à vos yeux, est complète, ben essayez pas de mettre des mots de plus juste parce que vous trouvez qu'il manque des mots. T'sais. Passez à l'autre question, puis mettez votre temps sur l'autre question au lieu de chercher qu'est-ce que vous auriez pu comme remplir l'espace. C'est pas vraiment ça qu'on veut faire. C'est vraiment comme aller au pertinent. Puis si jamais vous avez plus d'idées, ben ça se peut que ce soit complet. Ça se peut que c'est correct. Donc, il y a Baptiste Do qui dit « C'est une situation compliquée à vivre, beaucoup de stress, j'imagine, mais pas dramatique, sans plus d'informations. J'en aurais discuté avec mon partenaire, posé des questions franches. » Ouais, c'est bon de... Tu sais, la première chose qu'il a faite, la première phrase, c'est de dire comment il pensait que la personne se sentait. Fait que d'essayer d'imaginer comment l'autre se sent, ça paraît niaiseux des fois parce que c'est ça qu'on fait automatiquement dans la vraie vie, tu sais. On dit pas à voix haute « J'imagine que ça doit être stressant », tu sais, mais on le pense pareil. Fait que dans le Casper, c'est ça qui est important de faire, c'est de l'écrire. Puis le monde oublie souvent parce que c'est des choses automatiques dans notre tête, mais comme la première chose à écrire, c'est tout le temps une phrase d'empathie, une phrase de « je me mets à la place de l'autre puis je comprends qu'est-ce qu'il vit ». Fait que ça, c'est un super élément, là, puis dans toutes les questions Casper, ça fonctionne. Fait que pas juste dans celui-là. Il y a Daniel Dadal qui dit « Je pense qu'elle est dans un état d'inquiétude face à sa situation, mais elle faudra utiliser plusieurs ressources afin de l'aide à trouver la vérité avant de porter jugement. » Ça revient encore un peu à ça, là. Fait que la recherche d'informations, peu importe la situation, tu sais, on n'a pas toutes les informations, fait qu'on va aller la chercher. Puis j'aurais ajouté, tu sais, elle dit aller rechercher de l'aide. On aurait pu rajouter comme quelle sorte d'aide exactement t'aurait été recherchée. Fait que tu peux aller rechercher de l'aide dans le sens d'aller chercher de l'information, tu sais, s'informer de un sur le partenaire, c'est quoi sa version de l'histoire, mais aussi de l'information sur l'herpès en tant que tel. C'est quoi la maladie de l'herpès? Est-ce qu'il faut s'attarder? Est-ce qu'il faut comme porter une conclusion de dire c'est dramatique? Peut-être pas tout de suite. On n'a pas toutes les informations là-dessus. Puis aussi des informations sur d'autres personnes. Fait que des personnes qui pourraient être ressources dans ce cas-là, ça pourrait être des experts. Exemple, ton médecin. Aller poser des questions au médecin, tu sais, c'est quoi les traitements, c'est quoi qu'il faudrait faire à partir de maintenant, c'est quoi les possibilités de vie future, tu sais, est-ce que ça impacte ma vie, comme est-ce que je devrais m'en inquiéter, ou finalement, ben avec le recul, ça pourrait être pas si grave que ça, puis, tu sais, fait que juste recherche d'informations en général, c'est toujours une bonne réponse. Parfait, et pour faire quelques dernières questions, Néa Patel a dit « Si j'avais été à sa place, je ne sauterai pas à la conclusion tout de suite. C'est un doute très lourd émotionnellement et j'aimerais mieux conforter la personne en question. » Fait que, ouais, ça revient à pas porter de jugement. Puis, encore une fois, le point ici, c'est l'empathie. Fait que réconforter la personne, tu sais. Puis, par contre, c'est ça, vous vouliez tantôt là, une réponse de qu'est-ce qui est complet ou pas comme réponse. Là. Ça, il manquerait des éléments. Tu sais, on a compris l'essence de la réponse. Ouais. Il y a 2 points importants, l'empathie, la communication, puis pas porter de jugement aussi, mais c'est pas... Tu sais, on a juste nommé les arguments, tu sais, comme je disais tantôt. Fait que là, j'aurais aimé ça qu'en détail, chaque point a été discuté, puis pourquoi c'est important de pas porter de jugement, pourquoi c'est important de comprendre l'autre personne, pourquoi c'est important d'aller communiquer avec sa partenaire. Fait que c'est le détail qui manquait ici. Bon, ben, pour continuer, quand je lis les commentaires des autres personnes, ça revient essentiellement pas mal à ce que tu as répondu. Est-ce qu'il y a un conseil plus général que tu donnerais à quelqu'un pour justement son Casper et comment répondre efficacement à tant de questions en si peu de temps? Bien, ça dépend de tout le monde. Puis ce que je vous recommanderais vraiment, honnêtement, c'est la pratique. Fait que pour savoir comment vous répondez aux questions, c'est quoi votre pattern? Est-ce que vous prenez plus de temps à la première question parce que vous mettez toutes vos idées là-dedans, puis après ça, vous avez plus de temps pour les questions 2 et 3? Si c'est ça, reconnaissez-le à travers votre pratique. Puis
essayer de changer ce pattern-là. Fait que, tu sais, il y a une petite horloge là, à côté du Casper qui vous dit le temps qu'il vous reste. Essayez de voir, vous, personnellement, est-ce que c'est à partir de la deuxième question qu'il faudrait vous dire « OK, là, il faut que je passe à la troisième, sinon je n'aurai pas le temps de finir. » Ou c'est « Est-ce que je devrais me mettre un temps fixe? Question 1, 2, 3, est-ce que vous les répartissez également? Ou est-ce que vous, personnellement, ça vous prend plus de temps à répondre à la question 3? » Bien, dans ce cas-là, je vous suggère de faire 2 minutes 30 pour la question 1, 2. Puis quand vous voyez qu'il reste 2 minutes 30, on passe à la question 3. Peu importe si votre réponse 1 et 2 sont complètes ou pas. Fait que, tu sais, c'est tout des trucs de gestion de temps qui sont propres à chacun, mais c'est juste avec la pratique que vous pouvez les découvrir. Fait que c'est d'avoir... En fait, ce que tu dis, c'est d'avoir une stratégie en rentrant, puis de se pratiquer, bien évidemment, pour être plus confiant, puis tu sais, pas stressé. Puis j'imagine que le type de questions se ressemble beaucoup. Ben, plus t'en pratiques, plus t'as de chances d'avoir déjà vu ce type de questions-là à ton vrai Casper. Fait que, le type de questions, ça revient toujours à... On comprend un peu le pattern, là, qu'ils veulent toujours qu'on ressorte l'empathie, qu'on ressorte la communication. Il y a plusieurs autres valeurs qu'on a ciblées avec Accès Carrière que c'est reconnu, dans le fond, qui sont toujours les mêmes qui reviennent au Casper. Puis avec la pratique, c'est ça qu'on vous permet de reconnaître dans les types de questions les plus fréquentes. Mais oui, là, ça se pratique vraiment facilement, ça. OK. Donc, pour ceux qui ont eu peut-être un peu plus de difficultés ou que ça les a un peu stressés, je vous recommande d'aller sur accèscarrière.ca et vous allez retrouver un guide Casper pour ceux qui veulent un peu plus d'aide dans ce domaine-là. Donc, merci beaucoup pour tes commentaires. On va continuer à la deuxième partie pour la simulation MEM. Alors, restez des nôtres et ça commencera sous peu. La simulation s'apprête à commencer. Les MEM se diviseront en 2 temps. Dans un premier temps, il y aura un récit écrit sous forme de prompt et ensuite, il y aura une performance d'un étudiant que vous allez devoir commenter. Attention, la simulation MEM s'apprête à commencer. Dans 3, 2, 1, bonne chance! Salut Jim, ça va bien? Hey, ça fait longtemps qu'on s'est vu, ça me fait plaisir de te voir. Je suis content qu'on se voit pour la première fois. Je
Mais c'est bizarre, avant, on sortait toujours ensemble, on faisait des activités, puis là, dernièrement, on se parle, puis t'es moins présent, ça va? T'es silencieux pas mal? Ouais, ben ça va pas tant, là. Ça va pas tant? Comment ça? Tu veux m'en parler? Bof, ça... T'es-tu à l'aise d'en parler, ou... Je sais pas, c'est dur. Là. C'est dur. Je veux pas me mettre trop de l'avant, mais c'est-tu par rapport à moi? Non. Non. T'as pas l'air de filer, man. C'est comme... Ça va-tu dans ta vie personnelle ou t'as des problèmes? Ben, j'aime pas ça en parler, là. Mais genre, je vois que ça t'inquiète, puis moi, tu sais, on est bons amis, ça m'inquiète un peu aussi. T'es sûr que tu veux pas comme t'ouvrir un peu ou... Ouais, ben... Tu sais, dans ma vie de famille, c'est dur ces temps-ci, là. Mes parents... En tout cas... Tes parents, ils vont bien? Sont-tu en santé? C'est-tu par rapport à ça ou c'est ta relation avec? Ben... Ils m'ont annoncé qu'ils allaient se divorcer. Ah... Je suis vraiment désolé d'entendre ça, c'est pas facile. Pour être franc, j'ai jamais été dans... Mes parents sont jamais divorcés, j'ai jamais vécu ça, mais comme je vois que ça t'affecte, là. Ouais. Ouais. Pas mal. Ouais. Toi, tu te sens comment là-dedans? Bah, tu sais, tu l'as remarqué, là, je refuse de sortir, là, quand vous m'invitez, mais c'est un peu pour ça. Ouais. Je veux pas trop rentrer dans les détails de ta vie personnelle, mais mettons quand on sort, tu fais quoi? Tu restes seul? Ouais. Ouais. L'autre jour, quand on est sorti, t'étais dans ta chambre? Ouais. Tu chillais? J'ai pas d'énergie pour sortir. Ça me déprime trop. T'as l'air déprimé pas mal. Tu sais, c'est quand même... t'es pas comme d'habitude, c'est quelque chose qui a l'air comme d'aller au-delà de... Genre, j'ai pas l'air comme... J'essaie de t'aider, mais... Ouais, excuse, là, je veux pas te faire sentir mal, là. Non, vraiment pas, c'est pas toi, c'est moi, je sais pas comment réagir face à ça, comme... T'as-tu consulté un spécialiste, quelqu'un qui... Ça me tente pas d'en parler avec personne, là. Ouais. Mais comme je suis sûr que t'es pas inconfortable d'en parler avec moi ou... T'en parles-tu à tes parents? Ben, tu sais, c'est mes parents qui se divorcent, hein, fait que je peux pas vraiment leur parler de ça. Ils ont déjà assez de problèmes sans moi. Non, c'est dur. À l'école, y a-tu des ressources comme d'aide pour parler? Tu sais, juste parler comme à quelqu'un, ça pourrait te faire du bien, là, Même pas? Je sais pas. Tu sais pas? Mais écoute, moi, je suis toujours là pour en parler si tu veux. Mais je veux pas te mettre inconfortable, encore une fois. Fait qu'un spécialiste, c'est sûr que ça pourrait aider, là. T'aider à passer à travers ça, là, c'est... Je vois que t'es un peu déprimé, là, je vais être franc, tu sais, ça a l'air de t'affecter un peu au niveau de ta santé mentale, là. Ouais, sûrement, là. Ouais, c'est... Tu sais, faut pas prendre ça à la légère, là, c'est quand même grave, là, ça t'affecte, là, ça change ta dynamique de vie. Ouais. Mais y a-t-il quelque chose que tu brûles d'envie de me dire qui va te faire du bien, là, que tu veux partager ou... Ben, je sais pas quoi faire, là. Tu sais, même si je vais voir un spécialiste, mes parents vont quand même se divorcer, fait que ça va pas régler le problème, là. Ouais. C'est pas mal certain qu'ils se divorcent, on dit là. Ouais. Puis moi, j'ai rien à dire là-dedans, là. Non, c'est sûr, comme je comprends quand tu te sens, là. Ben, je comprends que tu peux ressentir de quoi, puis t'as pas vraiment de pouvoir par rapport à ça, mais... Y a-tu... C'est une question de surmonter ça, là. C'est facile à dire, pas dur à faire, mais
c'est toi versus toi rendu là, je pense. Puis moi, je vais être là-dedans pour t'aider, puis t'aider à trouver des ressources, là, si ça peut... Ouais, mais on dirait que le monde ne comprenne pas, là. Non. Toi, t'es gentil, mais... Tu sais, les autres, ils veulent pas savoir, là. Ouais, ils pensent plus à eux, là, ils sont plus sur le party un peu, là. Ouais. Tu sais, je suis sûr que comme c'est un problème qui... Tu sais, c'est un gros problème, mais ça prend beaucoup de place, là. Il y a quand même beaucoup de positifs ailleurs, là. On s'ennuie de toi, là. C'est pour ça que je suis content de te voir aujourd'hui, là. Ouais. Je sais pas. Écoute, je suis là pour en parler, là. Si tu veux que... Comme rester tout seul, je pense pas que c'est la solution là-dedans, là. Je pense que c'est bon de voir ailleurs, là, puis... Ouais, mais là, si je retourne voir mes amis, là, c'est comme si faire de rien n'était, là. Je comprends ce que tu veux dire, là, mais tu sais, je pense pas que... C'est pas comme tu te sens-tu égoïste là-dedans, mettons, d'avoir du fun, ou de, comme, continuer à vivre comme si de rien n'était, genre? Je suis pas capable d'avoir du fun, là, en ce moment. Ben... Ok. C'est pas évident, là. Je sais pas trop comment réagir face à ça, là. C'est une question de trouver de quoi pour te changer les idées pas mal, là. Toi, tu ferais quoi à ma place? Moi, honnêtement, je trouverais ça dur, là. C'est sûr que je pense pas que je serais aussi forte que toi, là. Mais tu sais, de mon point de vue, moi, j'ai un point de vue vraiment différent, là, de vue de l'extérieur de ta situation. Fait que, tu sais, avec les amis, on trouvait que tu t'isolais pas mal. Je pense que continuer à peut-être nous revoir ou comme sortir un peu, ça peut te changer les idées, ça peut être positif, là. Une fois que tu prends le pas vers ces options-là, ça peut déjà faire une différence graduellement, là. Tu sais, je veux pas te forcer, là, mais c'est juste que tu saches qu'on est là, puis l'instant où tu veux te changer les idées, on va être là. Ok. Je suis pas sûre que ça va marcher, là. Ben écoute, y a quelque chose qu'on peut faire en ce moment qui pourrait te changer les idées, ou tu veux que... Non? Bonjour et merci infiniment, Julien, pour ton incroyable performance. Donc, Marie-Pierre, s'il vous plaît, donne-moi un peu tes conseils. Qu'est-ce que tu as pu remarquer dans sa performance? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as moins aimé? OK. Ben dans le fond, là, je vais commencer par dire que c'est normal qu'il y ait des silences qui semblent interminables, OK? Comme littéralement, quand tu le fais, on dirait que ça va jamais arrêter. Puis Julien, pour vrai, il s'est bien débrouillé parce qu'il a comblé ces silences-là, mais pas comme en étant trop insistant. Puis les acteurs, là, admettons comme moi, mais les acteurs au MEM, leur but, c'est de vous faire sentir mal à l'aise. C'est de vous faire sentir comme de trop, là. Fait que les personnes... Ça, c'est comme un classique là, d'une situation MEM. Une personne qui est triste, / en dépression, / qui veut juste pas parler. C'est vraiment commun dans les MEM d'avoir ça. Puis, ils parlent pas. Quasiment rien. Zéro dans... C'est 7 minutes, là, les MEM. 7 minutes de silence, okay. C'est long. Ouais. Fait que, tu sais, il faut juste pas se sentir overwhelmed par le silence. Comme Julien, il a bien fait ça dans le sens que comme il apportait des nouvelles idées, puis tu sais, ça semblait malaisant, mais comme il faut continuer. C'était un bon ami, là. Puis tu sais,
il posait les bonnes questions, même si moi, je donnais pas de réponse, mais c'était quand même les bonnes questions à poser, tu sais. Fait que c'était toujours en regard à l'empathie, en regard à comment que je pourrais t'aider, puis, tu sais, il faut juste combler le 7 minutes avec ça. C'est ça l'important, là. Puis après ça, faut pas s'attarder à la réaction de l'acteur pour savoir si tu as bien performé dans le MEM ou pas. L'acteur va faire tout pour te faire sentir comme si tu avais vraiment pas réussi, tu sais. Mais comme, c'est pas vrai. Ça se peut que tu aies vraiment bien réussi, là. C'est juste que l'acteur est formé pour pas te donner de feedback. Fait que ça peut comme build up le stress, tu sais, un peu pour la prochaine station qui s'en vient. Tu peux penser à l'autre puis dire « Ah, j'ai mal fait ça ». Mais comme, faut vraiment pas, faut se détacher, là, de la dernière puis de dire « Ben écoute, je sais pas comment ça s'est passé, fait qu'on va move on à la prochaine ». Puis, fait que c'est ça le premier conseil que j'ai à donner. Après ça, ben, pour vrai... les questions de Julien, c'était vraiment comme... C'était pertinent dans le sens que ça essayait d'aller plus loin dans mon explication. La seule chose que j'aurais fait différemment, c'est au début, quand il m'a demandé comment ça va, puis là que je répondais pas, juste de laisser comme un peu plus de temps pour s'exprimer, tu sais, parce qu'au début, là, on rentre, puis là, on est comme « Oh mon Dieu, il répond pas. Faut que je continue à poser des questions. » Puis là, c'est stressant. Puis c'est là qu'on peut comme parler tout seul, faire un monologue. Puis ben, tu laisses pas la chance à la personne, à l'acteur qui est en dépression. Tu laisses pas la chance de s'exprimer puis de répondre, tu sais. Fait que c'est juste ça que j'aurais changé, tu sais, un peu moins de stress quand tu rentres. Comme, faudrait juste être tranquille dans la façon qu'on pose nos questions parce que ça se peut que ça prenne 3 minutes avant que l'acteur réponde, mais comme, faut quand même y demander comment il se sent puis pas comme tout de suite partir dans un monologue. J'aimerais avoir l'opinion d'un d'entre vous pour donner un peu leur avis sur la performance. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez moins aimé? Qu'est-ce qui vous a surpris? Donc, si vous voulez donner un commentaire, je vais en lire un pour que Marie-Pierre puisse le commenter et vous donner une rétroaction. Et ça prend un petit délai généralement. Mais donc, en fait, ce que tu exprimes, c'est vraiment de situation en situation, de vraiment rester stoïque par rapport à sa situation précédente et vraiment de laisser place au silence et que c'est normal que ça prenne autant de temps dans certaines situations. Est-ce que ça arrive que la situation est complètement inverse? Littéralement, tu rentres dans une pièce puis c'est le gros stress puis le gros rush aussi? Ouais, puis ça arrive, là, tu sais, complètement l'inverse. Fait qu'admettons, il y a 2 acteurs, puis là, ils se parlent là, un après l'autre, ça arrête pas, puis là, ils crient, tu sais. Puis là, toi, sur la porte, ça disait que il fallait que tu prennes part à une réunion d'équipe. Puis là, t'arrives, puis personne se parle, puis tout le monde crie, puis personne s'écoute. Fait que faut pas que t'aies peur de prendre ta place à un moment donné, parce que c'est ça qu'ils veulent voir. Ils veulent voir du leadership, ils veulent voir de la communication, du professionnalisme, du travail d'équipe. Fait qu'il faut prendre sa place quand c'est le temps, puis il faut aussi laisser la place à l'écoute, l'empathie, puis la bonne communication quand c'est d'autres temps. Fait que c'est un peu de voir la différence, mais... Comme l'équilibre entre les deux. C'est ça, exactement. Puis de bien gager la situation, j'imagine. Ouais. Donc, il y en a un qui dit « Je crois qu'il fallait plus donner le temps à la fille pour bien s'exprimer ou de ne pas trop se mêler dans sa bulle. » Fait que ça revient un peu là, à ce que j'ai dit. Exactement ce que tu disais. C'est ça, là, tu sais, il y a aussi une bulle que, comme la personne en parle, là, c'est comme délicat de savoir quelle question qui est trop poussée, quelle question qu'on devrait peut-être pas poser parce que c'est trop privé. Mais dans le cas de Julien, tu sais, il est pas allé trop loin. C'était vraiment comme... Parce que, tu sais, il faut aussi utiliser le rôle qu'il vous donne dans la vignette, sur la porte. Dans la vignette, ça disait, tu sais, que c'était un de mes vraiment bons amis. C'est ça. Puis Julien, il a bien su s'approprier ça en faisant intervenir, tu sais, des conversations qu'il a eues avec ses amis, tu sais. Clairement qu'il les a inventées, mais c'est bien, comme, il les a inventées en faisant... comme investir son rôle d'ami, puis il l'a pris comme à cœur, fait que ça le fait encore plus rentrer dans le personnage. Puis ayez pas peur de faire ça aussi, tu sais, je dirais aux gens, ayez pas peur de prendre votre rôle comme il vous l'est donné, puis à la limite d'inventer des choses. Fait que si vous êtes dans une réunion d'équipe, justement, là, la situation contraire, puis là, c'est stressant, personne s'écoute, mais là, vous pouvez comme rappeler des choses, admettons, là, vous arrivez puis vous dites, ben là, tu sais, gang, il faudrait vraiment travailler sur le projet d'équipe. Notre note est importante, puis le professeur s'attend à ce qu'on fasse ça. Puis moi, pour rentrer dans mon programme, ben j'aimerais savoir des bonnes notes. C'est toutes des choses fictives, là. Mais comme c'est correct d'inventer ça, ça vous met dans le personnage, puis ça vous donne des arguments. Puis c'est des arguments que vous auriez dit dans la vraie vie. Fait que c'est pas nécessairement inventé, c'est vraiment comme ça que vous réagiriez en tant que vraie personne. Fait que c'est ça que les gens oublient des fois, c'est qu'ils peuvent inventer des choses pour comme embarquer dans la situation. Absolument.
Ben, merci beaucoup pour ta rétroaction. J'imagine qu'il y en a bien d'autres qui ont apprécié cette petite simulation MEM et Casper. Mais la soirée tire à sa fin. Donc, nous avons un invité spécial qui s'appelle Monsieur Spena, qui est notre commanditaire pour la soirée de la banque RBC, qui va vous donner quelques conseils financiers lorsque vous êtes aux études. Donc, la plupart d'entre vous, comme j'ai pu voir, veulent aller en médecine, dans des programmes qui requièrent énormément d'études et beaucoup d'années d'études. Alors, il faut avoir un plan financier pour justement s'attaquer à ça, d'avoir la tête un peu plus reposée pour son parcours académique et pouvoir vraiment se concentrer sur ses études. Aussi, après la courte présentation, nous allons dévoiler les grands gagnants du concours. Alors, restez des nôtres et à tantôt! Merci. Bonsoir. Je me présente, mon nom est Ralph. Je suis responsable des partenariats RBC avec les associations étudiantes, universitaires et cégep du Québec et fier partenaire de la soirée des mentors Accès Carrière. Il nous fait plaisir d'être ici ce soir pour vous dire quelques mots et vous offrir des prix de présence à la fin de cette présentation. Premièrement, félicitations. Félicitations pour l'intérêt que vous portez à bien préparer votre entrée universitaire. C'est la clé du succès. Nous savons à quel point c'est difficile et c'est un investissement de temps et d'énergie de faire des études universitaires. C'est pour ça que nous, on veut s'occuper de vous au niveau financier, pour que vous puissiez vous occuper uniquement de vos études. Probablement que ce que vous voyez à l'écran vous a déjà passé par l'esprit. Qu'est-ce qu'il vous faut pour faire vos études universitaires? Vous avez probablement déjà le iPhone et l'ordinateur, mais est-ce que vous avez pensé aux autres frais? Le déplacement, le loyer, la nourriture, possiblement un déménagement. Alors, c'est très important de faire une liste des dépenses que vous pensez vous allez avoir pendant vos études universitaires pour avoir une meilleure idée de comment vous allez être prêt financièrement pour vos études. Tout ça dépend bien sûr de votre programme et de l'université que vous choisissez. Certains programmes, comme vous savez, sont plus coûteux, d'autres moins coûteux. Et dépendant du programme, on peut vous aider pour faire votre bilan, faire vos dépenses, voir vos rentrées de revenus et voir comment on peut ensemble s'assurer que vos études soient bien financées à moindre coût. Regardons un peu ce que les étudiants en médecine et en médecine dentaire nous disent. Vous vous reconnaissez sûrement. Les étudiants en médecine et médecine dentaire se posent souvent la question « J'ai hâte, mais comment est-ce que je vais être financièrement à la fin de mes études? Est-ce que ma dette à long terme va être trop importante? » Aussi, vous vous posez la question « Comment est-ce que je peux faire tout ce que j'ai à faire maintenant, toutes mes dépenses, mes coûts courants, et aussi prévoir pour mes dépenses à l'université? Et combien ça va coûter tout le long du programme? Parce que chaque étape peut être de plus en plus coûteuse, dépendant du programme. Alors, les étudiants en médecine et en médecine dentaire ont beaucoup de réflexions au niveau des dépenses, et notre rôle, c'est de vous aider à pouvoir prendre charge de vos finances pour que vous puissiez avoir moins de soucis et passer à travers votre programme avec succès. Pour tous les autres programmes, vous avez sûrement la même réflexion, mais peut-être les fonds que vous avez vont subvenir à vos besoins, peut-être que les dépenses vont être moins importantes, mais dans les deux cas, il est important de prendre un recul parce que financièrement, on veut que vous soyez prêts et avoir moins de soucis pour que vous puissiez vous concentrer sur vos études. Alors, une fois qu'on a établi les dépenses qu'on pense avoir, c'est important aussi de voir quelles sont les sources que j'ai pour payer mes dépenses et payer mes études. Alors, certains d'entre vous ont peut-être un travail à temps partiel, vous avez peut-être des économies qui pourront vous aider, vous avez peut-être un soutien familial pour payer vos études, ou il y a peut-être un régime d'épargne-études à votre nom pour répondre à tous vos besoins. Parfois, ce serait intéressant de voir est-ce qu'il y a des bourses d'études qui sont disponibles, soit à l'université ou ailleurs, ou les prêts-bourses du gouvernement, bien sûr, aussi, qui sont disponibles. Après avoir fait cette liste de rentrées de fonds que vous pourrez avoir pour votre programme, c'est important de voir s'il y a un écart. Est-ce que les dépenses que vous avez sont plus importantes que les fonds que vous allez avoir? Si la réponse est oui, nous pouvons vous aider. Il y a possiblement une marge de crédit étudiant pour vous aider à financer vos études pour la courte période de temps pour que vous puissiez continuer à faire ce que vous voulez faire dans la vie. Surtout, ne vous empêchez pas de ne pas faire vos études parce qu'il y a un manque à gagner au niveau des fonds que vous avez pour les faire. Consultez un conseiller chez nous, à RBC, pour que vous puissiez voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider et continuer dans votre réflexion académique.
Notre but, c'est de vous aider, bien sûr, mais pour que vous soyez soutenu, pour que vous soyez bien préparé, que vous soyez à l'aise, pour que vous soyez optimiste vers l'avenir. On s'occupe de vous pendant que vous vous occupez de vos études. Commençons avec un petit survol de ce que nous pouvons faire pour aider nos étudiants en médecine et en médecine dentaire. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le programme Avantage RBC. Le programme Avantage RBC inclut plusieurs facettes, plusieurs produits, plusieurs solutions, dont quelques-unes que vous voyez à l'écran. Commençons avec la marge de crédit. La marge de crédit, c'est un prêt ouvert, flexible, disponible en tout temps. La marge de crédit peut aller jusqu'à 350 000, dépendant de vos besoins, et est toujours à un taux préférentiel, un taux minoré de 0,25 % qui vous permet d'économiser sur les frais d'intérêt. La marge de crédit médecine-dentisterie, pour les étudiants en médecine et en médecine dentaire, elle est unique parce qu'elle est ouverte le jour 1 de vos études. Vous la gardez pendant votre résidence et vous la gardez aussi pendant votre pratique. Cela vous permet d'avoir une demande de crédit, un produit pendant toute votre vie académique, toute votre vie professionnelle, sans devoir refaire une demande à chaque étape de votre cheminement. Encore une fois, elle est particulière parce qu'elle est vraiment pour les étudiants en médecine et en médecine dentaire, mais pour tous les autres programmes, nous avons aussi des marges de crédit étudiants. Et nous allons en parler dans quelques instants. Autre volet du forfait ou du programme Avantage RBC pour les étudiants en médecine et médecine dentaire, c'est le forfait VIP. Le forfait VIP, c'est 4 comptes bancaires, qui est notre meilleur forfait que nous avons sur le marché. Notre 4 comptes bancaires, dont un en dollars US, qui coûte habituellement 30 $ par mois. Pour vous, les étudiants en médecine et en médecine dentaire, c'est gratuit. Ça fait partie du programme Avantage RBC. Plusieurs autres avantages qui sont reliés au forfait VIP, vous allez pouvoir les consulter. Autre volet important, la carte de crédit. Il y a une carte de crédit Prestige qui est inclue dans le programme Avantage gratuitement d'une valeur de 120 $ annuellement. Mais ce qui est le plus important, c'est le soutien spécialisé. Nous avons une équipe de spécialistes en médecine dentaire, études, résidences et professions. Et tout le long de votre cheminement académique et professionnel, nous avons une équipe pour vous aider. On vous prend en main, on vous aide, on vous encadre pendant que vous faites ce que vous devez faire pour votre cheminement professionnel. De notre côté, on s'occupe de vous à chaque étape avec une équipe spécialisée qui va entre les conseillers en succursale lors de vos études jusqu'aux praticiens quand vous avez besoin d'un expert en service à l'entreprise. Alors, le programme Avantage, c'est un cheminement bancaire pour suivre votre cheminement académique et professionnel. Vous avez le site à l'écran, vous allez pouvoir consulter tous les détails à rbc.com/santé. Pour tous les autres programmes, 2 forfaits intéressants. Nous avons des forfaits que vous voyez à l'écran, dépendant du nombre de transactions que vous avez besoin de faire à tous les mois. Vous avez des particularités pour chacun d'entre eux. Et parfois, il y a des promotions comme celle que vous voyez actuellement. Alors, consultez le site. Vous allez pouvoir voir s'il y a une promotion en cours au moment où vous ouvrez votre compte chez nous. Actuellement, nous vous offrons un 60 $ comme premier dépôt dans votre compte. La marge de crédit étudiant. J'ai mentionné tantôt qu'il y a une marge de crédit spécialisée pour les étudiants en médecine et médecine dentaire. Il y en a une aussi pour les autres programmes, dépendant de chacun des programmes auxquels vous réfléchissez. Alors, pour commencer, le montant peut varier. Définitivement, la période de remboursement est variable aussi. Mais en gros, la marge de crédit pour étudiants, elle est ouverte lors de vos études. Vous la gardez pendant toute votre période d'études. Et pendant 2 ans après votre graduation, vous avez une période de grâce qui vous permet d'accumuler des fonds avant de rembourser le capital. Alors, ainsi, vous payez que les frais d'intérêt sur la partie que vous utilisez et le capital ne doit pas être remboursé avant que vous commencez possiblement un emploi dans votre domaine ou dans un autre domaine, et c'est là que le capital commence à être remboursé. Avant ça, on s'occupe de vous, vous payez les intérêts et vous continuez vos études sans souci. Ce n'est qu'un survol de ce qu'on a à vous offrir chez RBC. Vous avez toute l'information au site que vous voyez à l'écran, rbc.com/santé ou rbc.com offre étudiants. Consultez-les. Aussi, vous allez pouvoir voir où prendre rendez-vous avec nos conseillers, que ce soit par téléphone, que ce soit virtuellement ou en personne, en toute sécurité dans nos succursales. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne continuité dans vos études. Je vais passer la parole au mentor ce soir pour effectuer notre tirage. Je vous souhaite bonne continuité, bonne soirée et surtout, soyez prudents.